L'adhésion, cela veut dire qu'on devient membre de la communauté, c'est-à-dire qu'on participe à toutes les obligations et tous les droits de la communauté, qu'on est à l'intérieur de la communauté, dans la politique agricole, dans l'union douanière et bien évidemment dans les institutions. Alors pour un certain nombre de pays européens, ça n'était pas possible parce que soit ils sont dans une situation géographique ou politique qui ne leur permettait pas d'adhérer à la communauté, soit parce qu'ils n'ont pas le même niveau de développement économique que les membres actuels ou les membres futurs, et donc ça leur posait des problèmes d'adaptation spéciaux. Et donc nous avons envisagé l'autre solution, qui est prévue dans le traité de Rome aussi, et qui est un accord particulier. Est-ce que cela veut dire que les produits de ces pays-là seront vendus librement chez nous et l'inverse? Oui, cela veut dire que normalement, pour les produits industriels, ils bénéficieront chez nous de la suppression des droits de douane, dont ils bénéficiaient d'ailleurs déjà chez les pays adhérents comme la Grande-Bretagne, puisque ce sont en fait les anciens membres de l'Association européenne de libre-échange. Et pour l'agriculture? Pour l'agriculture, celle-ci n'est pas inclue dans l'accord parce que inclure l'agriculture, et si on veut faire des choses sérieuses dans l'agriculture, ça veut dire des institutions. C'est-à-dire il faut être à la table. Et donc pour les motifs généraux que je vous ai indiqués, ce n'était pas possible. Maintenant, il n'est pas exclu qu'un certain nombre de gestes soient faits pour améliorer, dans la mesure du possible, les échanges agricoles. Ni qu'un jour ces pays n'entrent dans la communauté définitivement. Ceci est un problème qui relève de ces pays, mais ce n'est pas exclu non plus, je pense, pour certains d'entre eux. Merci. J'ai un ami catholique qui s'appelle ma femme. C'est ma femme qui est catholique, moi je suis protestant. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes couples dans votre cas? Oui, je crois, oui. Ils sont nombreux comme Yann, non agressifs, demandant seulement à vivre, à travailler. Ils habitent Belfast, dans ces HLM, Unity Flats, point stratégique où les militaires exercent une surveillance très attentive. Mais ils sont là de la violence, que ce soit celle des troupes, celle de l'IRA ou celle des milices protestantes de l'UDA. Ils espèrent que l'on s'achemine vers la justice, mais la route est longue et sinueuse. Il y a des bâtiments détruits, mais pire que ça, il y a des usines. Et ça, c'est contre les deux camps, contre les protestants, contre les catholiques. On doit travailler. Quand on n'a pas de travail, il n'y a que l'assistance sociale ici. Peut-être c'est bien payé, peut-être pas. Mais on a de plus en plus de gens ici qui n'ont pas de travail. Pas de travail. Voilà le problème posé. Le pays manque d'industrie, mais les compagnies étrangères refusent de venir s'y installer en raison des événements. Que peut donc faire l'Irlandais, sous-éduqué, au tempérament naturellement pugnace, s'il ne travaille pas? Boire dans les pubs, et s'il ne se bat pas, proclamer sa soif de liberté à travers des chansons révolutionnaires, ce qui est un moindre mal. En Ulster, les communautés protestantes et catholiques ont vécu côte à côte depuis 50 ans. Mais le fossé religieux les a séparés. Les enfants ne fréquentent pas les mêmes écoles et très tôt, ils savent ce que le mot haine veut dire. Néanmoins, certaines tentatives très timides sont faites pour rapprocher les deux communautés. À l'appui, ce document. Un groupe d'étudiants courageux souhaite très fort que l'Irlande future ne reflète pas la même image qu'aujourd'hui. Well, there's two reasons. It is difficult to help
Mais c'est une entreprise très difficile, me dit Jerry. Les parents ne coopèrent pas. Non qu'ils refuseraient un rapprochement, mais ils ont peur. Ils craignent la pression de leurs organisations extrémistes. Et plutôt que de tenter le premier pas, ils s'enferment dans une situation insoluble que renforce la propagande. Peur des représailles, peur de soi-même, peur de l'autre, de celui qui n'est pas né sous la même étoile. Ce qui est regrettable, c'est que l'UDR, ils vont être aussi pires que l'IRH, quoi, si ça commence. Jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait, ils n'ont presque rien fait. Ils n'ont pas tué comme l'IRA, ils n'ont pas mutilé comme l'IRA, mais je crois que ça peut arriver. À mon avis, une guerre civile, c'est une possibilité. Que faudrait-il faire selon vous pour que les deux communautés se rapprochent, hein, et qu'il y ait tout de même un cessez-le-feu, que l'on ne se tape plus l'un sur l'autre? Je ne vois pas maintenant qu'on peut rapprocher les deux communautés. À mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est que les deux parties sont devenues plus amères, les uns et les autres. Jean-Claude, c'est votre rentrée sur 400 et depuis combien de temps vous n'avez pas couru cette distance? Depuis exactement, depuis le championnat d'Europe, je n'ai pas couru cette distance. Et hier, c'était mon premier 400 et aujourd'hui mon deuxième. Hier en série, vous étiez plutôt inquiétant, ça s'est pas très bien Oui, passé. c'était très inquiétant. D'ailleurs, moi-même, j'étais très inquiet parce que ma première entrée au championnat de France sur 400 et il faut quand même le faire. Il faut avoir tout ça courage pour le faire. Et j'ai eu des problèmes, c'est exact, avec mes 3 premiers relais. Ça, j'ai piétiné énormément du fait que j'avais pas tellement confiance en moi et surtout que j'avais peur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes arrêté de courir depuis un certain temps? Oui, j'ai eu des problèmes avec un pied. J'ai tout d'abord eu une entorse, suivie d'une fracture de fatigue du 5e métal. Mais depuis, ça s'est bien arrangé. J'ai repris l'entraînement, en fin de compte, depuis le 10 juin. Mais lorsque j'ai repris l'entraînement le 10 juin, j'ai dû quand même faire un peu de rééducation pour le pied. Et véritablement, l'entraînement, je l'ai repris, disons, il y a 15 jours. Au parc floral de Vincennes, les paléontologues nous offrent jusqu'à fin juillet leur vision du monde. C'est un peu notre journée porte ouverte de la paléontologie, c'est-à-dire que nous avons pour but de montrer au public français ce que les paléontologues ont fait de l'argent du contribuable français depuis les 10 dernières années. Si on compare l'histoire de la Terre à celle d'un calendrier de 365 jours et que le début de l'histoire de la Terre soit le 1er janvier et que nous soyons aujourd'hui le 31 décembre, eh bien dans cette longue histoire de 365 jours, l'homme est apparu le 31 décembre à minuit moins 5. C'est-à-dire que nous n'occupons que les 5 dernières minutes de toute l'histoire de la Terre. Nous sommes donc au berceau, si je puis dire. Et les dinosaures dans ce calendrier Alors, les dinosaures dans ce calendrier sont apparus, disons, au début du mois de novembre et ont disparu à la fin du mois de novembre. Ils ont eu une longévité d'ailleurs assez importante. Ils ont vécu pendant 130 millions d'années, de génération en génération naturellement, et ils ont disparu il y a 65 millions d'années environ. Votre terrain de chasse de dinosaures, à vous en particulier, se trouve à quel endroit? Se trouve à l'est de la ville d'Agadez, qui est située au Niger, et donc au sud du grand désert du Ténéré, qui est un des grands déserts du Sahara. Mais à la différence des chasseurs, nous ne chassons pas le dinosaure avec un fusil naturellement, mais avec un marteau, des géologues, avec des pinceaux, avec de la colle, avec du plâtre. Et c'est un travail finalement de patience.
Je crois qu'indépendamment des grands squelettes, il y a également des traces de dinosaures, des traces de Alors, pas. dans la même région, mais pas au même endroit que le gisement de dinosaures, à quelques centaines de kilomètres, se trouve un autre gisement très spectaculaire aussi, d'empreintes de dinosaures. Les dinosaures, exactement comme les hippopotames, qui actuellement sur le bord des fleuves, en sortant sur la berge, laissent leurs empreintes dans la boue, qui est sur le bord du fleuve, les dinosaures, il y a 100 millions d'années, ont laissé leurs empreintes dans la boue des fleuves qui coulaient dans cette région du Niger. Et les traces sont tellement fraîches qu'on a l'impression que le dinosaure est passé hier, en fait. Comment, à partir des squelettes, peut-on imaginer les dinosaures et les faire tels qu'on les voit, avec de la chair, des muscles, enfin toute une physionomie? Oui, c'est un travail simplement long. Le premier stade consiste à dégager les fossiles de leur gang et à reconstituer l'animal dans l'ordre. Dans un deuxième stade, on peut connaître approximativement comment se placer ces muscles. En plus, nous pouvons nous aider des insertions musculaires qui subsistent sur les os fossiles. Et puis ensuite, on tendra par-dessus une peau de reptile en s'aidant des peaux de reptiles actuelles, mais aussi en s'aidant des momies de dinosaures qui ont été trouvées en Amérique du Nord, où ces momies nous ont laissé absolument intacte l'empreinte de la peau des dinosaures. Donc on sait comment est faite la peau d'un dinosaure. En fait, d'ailleurs, elle n'est pas très éloignée de la peau d'un reptile actuel. En fait, il faudrait dire, si vous voulez, que les dinosaures sont un monde immense et qu'il y a plus de 1000 espèces de dinosaures, des grands qui font jusqu'à 23 mètres de long et pèsent 78 tonnes, des tout petits de la taille du poulet et qui ne pèsent que quelques kilos. Celui du parc floral? Et il est bipède, il est herbivore, il mesure 7 mètres de longueur environ, il était dressé sur ses pattes arrière, il a une grande épine dorsale qui lui donne un axe rigide et qui lui permet de se tenir droit. Et c'était un animal probablement assez inoffensif, mangeur d'herbe, mais qui était guetté évidemment en permanence par les dinosaures carnivores qui n'attendaient qu'une occasion pour le dévorer. John Surman, musicien de l'année en Grande-Bretagne, exclu du théâtre de verdure, autrement dit du festival, est réduit à se produire dans le kiosque à Flonflon. Pourquoi? Par la volonté, dit-on, de Norman Granz, impresario et producteur américain, un homme qui depuis des années fait la pluie et le beau temps dans le monde du jazz et à qui l'on reproche de ne jouer que sur les têtes d'affiche et de ne jamais prendre de risques sur les jeunes talents. C'est une question de goût, c'est pas une question de risque. Pas du tout. Et aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a free jazz, qu'est-ce qu'il y a avant-garde jazz. Je comprends bon jazz ou jazz qui est mauvais, mais pas free jazz. Qu'est-ce que c'est free jazz? Si cette année, sa 12e année, le festival de jazz n'a pas tiré de l'ombre des chercheurs pas encore célèbres, tel John Surman, il aura en tout cas présenté une belle brochette de grands classiques, de Roy Eldridge à Charlie Mingus en passant par Oscar Peterson et la diva Ella Fitzgerald. Et sur ce point, nul ne songe à s'en plaindre. Moi, j'arrange seulement les choses d'Ella et Oscar et le Jazz at the Philharmonic, mais les autres choses, c'est pas mon affaire. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. Bonsoir.
Ella Fitzgerald, 38 ans de carrière et toujours égale à elle-même. On comprend la sérénité de son impresario. Parce que moi, je suis un peu fatigué. Les critiques qui écrivent de jazz, les hommes comme vous, par exemple, qui peut-être préfèrent une autre chose. Ça, c'est votre droit, toujours. Mais bon, vous présentez un autre festival. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Felice, 4 secondes de retard, c'est beaucoup. C'est beaucoup, moi je crois que c'est rien, ça c'est rien. Pourquoi je pense que la place pour la deuxième place, c'est demain contre le monde qui va décider. C'est dans la course contre la montre. Oui. Aujourd'hui, Poulidor a essayé de s'échapper avec Agostinho. Oui, il est bien parti dans la côte de Dourdan. Moi, j'ai fait tout le maximum pour aller rattraper. Je l'ai rattrapé 10 km après. C'était quand même une action très violente et très dure pour moi. Vous avez déjà couru contre Poulidor en contre-la-montre cette année? Non, cette année pas. Oui, j'ai fait des courses dans les tours. Il faut quand même dire que c'est pas la même. Demain, c'est 42 km, c'est pas la même que 7-8. Moi, j'espère dérouler mieux que les autres. Et si au cours de cette course contre la montre, vous ne rattrapez pas cette 4 secondes, dans la dernière phase jusqu'à la Cipale, vous allez essayer quelque chose? Non, je ne crois pas. Pourquoi? C'est la course qui va dire, c'est la course contre la montre qui va dire qui c'est le meilleur de nous deux. C'est tout. Deux alpha, est-ce que vous êtes en vue du sol ou de la mer? Deux sommes en vue de la mer. Roger, deux alpha, merci. Calais de alpha. Dirigeable novembre 2 alpha Calais, transmettez pour QDM et donnez-moi votre altitude. Novembre 2 alpha, 600 pieds. La visibilité est à peu près 3 nautiques. Roger, novembre 2 alpha, le QDM 120, unité 2-0, le plafond ici monte environ 800 pieds. Unité de 0, 2 alpha. La pression 1016 millibars. 1016 millibars. Affirmatif. Vous estimez le terrain dans combien de temps? Ça paraît. Le plafond, Jérôme. Moins 15 ans. Le souci des détails caractérise les peintres qu'on appelle les naïfs. Les naïfs contemporains en l'occurrence, c'est-à-dire souvent des autodidactes, des gens qui ont appris leur métier eux-mêmes,
s'attache aux détails. Chaque pierre doit être montrée sur un mur. Mais si l'on voit chaque pavé d'une rue, on ne voit pas ici, en l'occurrence, c'est-à-dire dans une peinture de Lucien Vieillard, qui expose à Paris, Galerie Antoinette, on ne voit pas de personnage. Et ceci est frappant. Tous ces paysages sont déshumanisés. Il s'en dégage une sorte de poésie étrange, au-delà de la réalité, alors qu'il se veut peintre réaliste. Lucien Vieillard n'est pas un peintre de métier, c'est un fonctionnaire. Il habite Toulouse et expose à Paris, pour notre plus grande joie, ces paysages très finis, très minutieusement traités, où la vérité est au-delà. Au-delà des murs, de l'autre côté des fenêtres, dans un autre monde. Le monde des lumières inconnues. Ici, la place Fürstenberg, telle qu'il la voit, à Paris, et telle qu'elle est. On peut dire un peu la même chose d'un autre peintre également naïf qui expose également à Paris, ici c'est un paysage de Saint-Tropez, qui expose Galerie Séraphine. Expose quoi? Des broderies. Mais il vaut mieux dire des peintures faites avec du fil, car il n'y a pas de dessin préalable. Elle brode au fur et à mesure de son inspiration des petits sujets qu'elle a vus. Au cours de ses voyages, ou mieux encore, au cours de ses rêves. Rêve très pur, rêve d'enfant, rêve d'une naïve, c'est vite dit. Disons, rêve d'un poète qui s'exprime par le fil et l'aiguille. Et qui nous montre des paysages, qu'ils soient africains ou indiens, mais qui sont les siens, pour notre plus grande joie. À voir à Paris, Galerie Séraphine.